Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée « À l'ombre de Mathilda » qui va retracer les heures de la science et surtout les heures de la science durant lesquelles les femmes font des découvertes qui rapportent des lauriers masculins. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet Mathilda, c'est le concept qui étudie le fait qu'une femme faisant une découverte en sciences a 10 fois plus de risques de se voir voler sa découverte qu'un homme scientifique qui fait une même découverte. Donc nous avons plusieurs exemples relativement connus d'effet Mathilda. On a par exemple donc Lise Meitner qui est écartée du Nobel pour ses découvertes sur la fission nucléaire quand son collègue Otto Hahn est primé en 1944. On a Jocelyn Bell-Burnell qui découvre les pulsars en 1967 et dont le directeur de thèse Anthony Hewish est récompensé par un Nobel en 1974. Nous avons Rosalind Franklin qui réalise le cliché 51 sur la double hélice d'ADN qui, cliché dérobé par Watson and Crick, leur permettra d'établir le modèle de la double hélice qui leur rapportera le prix Nobel en 1962. Nous avons Marie Trapp qui découvre les rifts océaniques et qui va être écartée de l'intégralité des expéditions et qui n'est en charge que d'analyser les données parce qu'une femme porte malheur sur un bateau. Et nous avons également Daisy Dussoit, biologiste moléculaire suisse, qui publie en 1962 et 1964 deux articles sur les enzymes de restriction qu'elle a découverts durant ses travaux de recherche, parce qu'elle effectue une thèse sur le sujet, et dont le directeur de thèse, Werner Arber, obtient le prix Nobel de médecine en 1978 sans la citer. Donc pour discuter de tout ça, j'ai avec moi des scientifiques. Donc j'ai avec moi Jeanne-Marie Membré, biologiste de l'INRAE spécialisée dans la sécurité des aliments et la microbiologie. J'ai également Michèle Astrude, autrice de romans, ingénieure en génie civil, qui a une grande expérience dans l'enseignement technique et scientifique. Et également Laurence Sinard, conservatrice du patrimoine, nouvellement en charge du musée de l'Institut Pasteur, dont la réouverture est programmée en 2028. Alors, ma première question, en fait, est relativement simple. Pendant très longtemps, en fait, les femmes n'ont juste pas eu accès à l'enseignement scientifique. Je vais juste citer deux exemples très éloignés l'un de l'autre. On a Anodis qui, à l'Antiquité, se déguisait en femme pour pouvoir suivre des cours de médecine, pour accéder à un savoir médical qui lui était refusé et qui va devenir finalement la première médecin gynécologue de son époque. Et on a également le docteur James Barry au XVIIIe siècle, femme ou personne intersexe déguisée en homme, qui devient l'un des plus brillants médecins militaires de l'époque. Donc finalement, les femmes interdites de science, pendant combien de temps et pourquoi ? Non, il n'y a pas besoin d'avoir une réponse formelle. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les femmes n'ont pas accès au savoir quand leurs collègues masculins y ont accès de base et de droit ? Je pense parce qu'on a cantonné les femmes aux tâches domestiques, peut-être. On les a laissées dans leur maison. Voilà, mais moins d'accès à l'espace public. Après, c'est en Occident, cette chose-là. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres civilisations. Vous n'avez peut-être pas été chercher plus loin. Oui, moi je dirais quand même, si je prends juste l'exemple de la France, alors c'est pas mon domaine de recherche, mais les femmes, on leur donnait une éducation et une culture littéraire, artistique très très forte. Hein. Quand on regarde, même au niveau de la Renaissance, en fait, hein, les femmes étaient quand même des érudits. Maintenant, c'est savoir si les sciences, autant côté sciences dures, est-ce qu'elles avaient envie de le faire? Est-ce qu'on leur donnait la possibilité de le faire? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut séparer l'éducation. Moi, je pense que les femmes avaient de l'éducation. Hein. Maintenant, c'était plutôt pour être de bonnes épouses, sûrement, qu'on leur donnait une éducation. Mais ceci dit, il y a quand même des exemples de femmes... Enfin, je ne voudrais pas tomber dans le cliché quand même qu'il n'y a pas que notre génération maintenant, on a la possibilité de faire des études et de faire des carrières. Je pense que quand même, graduellement, il y a des femmes qui ont réussi à s'imposer
en minorité peut-être, mais quand même il y en a. Sans doute. Il y en a, mais c'était... Non, c'est bon. Oui, il y en a, mais c'était quand même excessivement compliqué. Enfin, si on regarde, si on reprend une des grandes scientifiques, enfin Marie Curie par exemple, lorsqu'elle veut, donc qui est la première femme à devenir professeure des universités, et lorsqu'elle veut fonder en fait l'Institut du Radium, en fait, elle a beaucoup de difficultés à trouver les financements pour créer, alors qu'elle a déjà eu un prix Nobel. Donc il y a eu beaucoup de barrages. Et je dirais que c'est pas seulement dans le monde scientifique, dans les arts aussi. J'étais hier visiter au musée d'art l'exposition Suzanne Valadon, et c'est assez criant de voir comment les artistes hommes de l'époque, donc on est fin 19e, décrit le fait de voir l'arrivée d'une femme dans le cénacle artistique, parce que ça va être une horreur et complètement dégradant. Donc il y avait des choses qui étaient très très établies et très compliquées. Oui, alors oui, dans le domaine artistique, on peut penser à Camille Claudel. Hein. Ouais. Mais justement, c'est souvent quand on associe quand même un couple, en fait, hein, qu'on se retrouve que c'est la Camille Claudel avec Rodin, en fait, où là, elle se fait vraiment écraser. Mais Marie Curie, on en parlait juste un peu avant, c'est quand même elle qui est passée à la postérité. Donc c'est plutôt un bon exemple. Bon, je ne veux pas faire l'antithèse, hein, mais il y a quand même des femmes qui ont réussi à percer. Il y en a, oui. On parle surtout, en fait, dans ces cas-là, malheureusement, la dure loi des statistiques nous fait parler d'épiphénomènes. Je pense notamment, on parlait là de barrage juste à l'instant. Dans le cas de Jocelyn Bell, elle découvre les pulsars, elle est déjà extrêmement avancée, elle conçoit un télescope, elle est très avancée dans ses études. Elle se fiance, et se fiancer l'oblige instantanément à démissionner, ce qui va la tenir très éloignée en fait de son domaine de compétences. Et là, on parle de quelque chose qui se passe finalement dans les années 60. Donc jusqu'à très récemment, il y avait une opposition stricte entre la carrière scientifique des femmes et leur devoir au foyer. Peut-être le fait, effectivement, de ne pas choisir d'avoir des enfants ou pas. À l'époque, dès qu'on avait des enfants, dès qu'on se mariait, c'était très compliqué de garder ce domaine de recherche. Alors, pour en revenir à d'autres exemples, je pense à ce qui s'est passé dans les abbayes ou dans l'église. Les femmes qui vivaient un peu en circuit fermé. Je pense à l'abbaye de Fontevraud, qui a été créée par des reines de France. Enfin, là, quand il n'y a que des femmes entre elles, il peut y avoir un petit peu d'émergence, un peu de liberté. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'ombre des hommes en fait qui les en empêchent. Non, et puis la dimension de responsabilité entre la femme qui peut être aussi une mère et puis qui avoir une carrière scientifique, enfin une carrière professionnelle. Il y a souvent cette opposition et on le retrouve même encore aujourd'hui. Je lisais le portrait du prix Nobel de physique, Anne Lhuillier, dans Libération il y a quelques jours, où justement elle a encouragé vraiment les jeunes filles en fait aujourd'hui à ne pas construire en fait cette opposition entre carrière scientifique et vie personnelle. Mais je pense que c'est encore très présent. En fait, on est en train de le travailler aujourd'hui. Et au 19e siècle et tout au long du 20e, statistiquement, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes d'accéder à la notoriété, à la reconnaissance. Et on le voit, y compris dans les avancées civiques, sociétales, le droit de vote qui finalement n'est pas si éloigné de nous. Tout un tas de victoires, l'IVG, il y a tout un contexte en fait sociétal sur lequel je crois qu'aujourd'hui on est en train de travailler. Et donc si moi je peux prendre mon prisme en fait muséal et de réflexion muséologique, c'est aussi aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment un travail que les professionnels du patrimoine et de la culture essaient de faire, de donner davantage la voix aux autrices, aux scientifiques,
Et dans des musées, comme par exemple, pour moi, en ce moment, la réflexion sur qu'est-ce que sera le musée Pasteur en 2028, c'est vraiment de sortir, en fait, ce qu'on disait ce matin, du culte de la personnalité, de la géographie, mais donner à voir, en fait, ce collectif de femmes et d'hommes aussi, qui ont travaillé pour faire avancer la recherche et la science. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'est plus compliqué à plein d'étages, notamment au niveau éducatif, puisque effectivement, les femmes ont encore cette opposition, on va dire, peut-être pas réelle, mais manifeste entre la vie familiale et la carrière. Est-ce qu'il y a pas des barrières à tous les étages? Est-ce que c'est pas un problème d'éducation familiale, d'éducation on va dire, scolaire? Est-ce que c'est un biais d'orientation? Est-ce que c'est un biais de recrutement de la part des écoles? Est-ce que c'est tout ça conjugué? Alors, c'est difficile, hein, en fait, parce que c'est très multifactoriel, hein, je pense quand même. Là, la situation, moi, je suis à INRAE. En ce moment, il y a autant d'hommes que de femmes, ou de femmes que d'hommes. On peut regarder ça comme on veut. Au niveau carrière, il n'y a plus de blocage. Ma chef, en ce moment, c'est une femme. Chef du dessus, c'est une femme. Enfin, bon. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et là, je parle du XXe siècle. Hein. Moi, je date quand même pas si longtemps que ça. Bon, bref. Et il y a une trentaine d'années, même à INRAE, donc c'était les mêmes disciplines, qui sont quand même plutôt, dans mon secteur, des disciplines de biologie. Tant qu'on était en classe prépa, il y avait autant d'hommes que de femmes. Quand on arrivait déjà, moi j'ai un grade d'ingénieur de recherche, on avait l'impression qu'il y avait que des hommes qui étaient ingénieurs, déjà. Il y a 35-40 ans, hein, c'est comme ça un peu. Et on sentait que c'était les gars qui dirigeaient les patrons de labo, les patrons de département, c'était des hommes, quoi. Et nous, on était à l'intérieur, voilà, bien rangés, on nous avait demandé d'être. Bon, il y a eu quand même, ça a changé, quoi. Alors ça a changé grâce aux lois, je pense. Hein, le critère de parité nous a aidé beaucoup. Voilà. Maintenant. Actuellement, à Nantes, hein, par exemple, à l'école Veto, l'école d'agro, là que je connais, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a des disciplines. La biologie est une discipline qui plaît aux femmes. Alors, grave question, est-ce que c'est parce que depuis qu'elles sont enfants, on leur explique que c'est une discipline pour elles, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît? Là, je n'ai pas la réponse, mais... C'est difficile à savoir. Hein. Et donc, du coup, forcément, elles aiment ces carrières-là. Ensuite, on les retrouve à INRAE. Et donc, on a beaucoup de femmes chez nous. Mais juste pour terminer, maintenant, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, on est extrêmement strict sur la parité. Hein, quand on a, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on a un jury pour décerner le titre de docteur, on doit des fois se prendre quand même la tête pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans le jury. C'est très très strict. Et ce côté strict nous aide quand même. Voilà. Effectivement, je pense qu'il faut imposer la parité. Il faut l'imposer aussi dans les entreprises privées, dans la vie politique. Il faut l'imposer, hein, parce que de toute façon, si on attend que ça se fasse de soi-même, ça va prendre des décennies encore. Alors moi, pour petit exemple, je travaille donc dans le domaine du bâtiment, j'enseigne auprès de BTS. J'ai fait mes études il y a déjà un certain temps, il y a déjà une quarantaine d'années. J'ai pas vu beaucoup d'évolution sur le nombre de filles dans ce domaine. Je dirais 10 à 20% de filles. Alors c'est du gros œuvre, hein. C'est vrai que c'est quand même compliqué d'aller sur les chantiers, mais enfin on va dire, on pourrait très bien adapter le poids. On va dire c'est lourd, il y a des choses lourdes à porter. On pourrait très bien adapter le poids aux femmes. Quand on voit de toute façon que la société est organisée sur l'homme. Moi, je regardais des tests sur les voitures, les crashs de voitures. En fait, c'est des mannequins hommes. On essaie ça sur les mannequins hommes sans jamais prendre... Enfin, c'est récent, là. Mais en prenant donc en compte les effets sur les femmes qui n'ont pas le centre de gravité au même endroit, qui n'ont pas les organes fragiles au même endroit. Bon, donc on pourrait très bien adapter le monde du travail, les poids, les engins, mais c'est pas fait. Et ça fait 40 ans que c'est comme ça. Donc il n'y a pas de volonté. Donc je dis, il faut imposer. Ça paraît difficile à dire, mais dans les domaines publics où on l'a imposé, ça marchait, quoi. Donc, faut des lois, quoi, tout simplement.
Mais au-delà des lois, je pense qu'il y a aussi une dimension d'autocensure qui est compliquée, à lever et où c'est difficile en fait d'agir sur ça. Moi, au premier chef, en fait, je me sens concernée, y compris par ce qu'on appelle des fois un syndrome de l'imposteur, enfin de pas être au bon endroit au bon moment. Et ça pose vraiment une question, comment est-ce qu'on peut agir sur ça? Parce que la question de la parité, de la loi, enfin, c'est un outil, mais je pense que ça ne résout pas tout. Et je crois qu'il faut, quand on est... alors c'est vrai qu'il y a des biais, il y a des prismes, il y a des disciplines en fait où les femmes sont très représentées, même surreprésentées, des métiers aussi où ils sont surreprésentés. Moi, je suis conservatrice du patrimoine. Alors déjà, ça m'interroge par rapport à la thématique, parce que du coup, je me suis dit aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait que je me définisse comme conservatrice du patrimoine et du matrimoine. Ça serait peut-être, voilà, puisque les journées européennes du patrimoine sont encore... il y a de plus en plus d'initiatives pour valoriser et parler du matrimoine, mais on reste encore très campé sur cette position patrimoniale. Mais pourquoi je disais ça? Je perds un peu le fil, mais enfin, par exemple, sur la discipline des mathématiques, on est, voilà, on est dans le biais inverse. Dans ma réflexion, encore une fois, je reviens sur mes fonctions de musée. Je trouve très courageux et très inspirant le choix qui a été fait donc pour cette nouvelle maison des mathématiques qui a été inaugurée fin septembre, de poser au-delà du fait historique, parce que si on revient sur la chronologie, c'est les pères fondateurs et on ne voit que des figures masculines étayer l'histoire des mathématiques. Mais le parti pris qui a été fait pour ce musée, c'est de présenter autant d'hommes mathématiciens que de femmes mathématiciennes pour justement encourager en fait les nouvelles générations, les collégiens, les collégiennes, enfin les scolaires qui vont venir, et de ne pas avoir un discours sous-jacent qui, voilà, même si on est sur cette volonté de parité, mais voilà, dire c'est vraiment ouvert et allez-y, mesdemoiselles, enfin allez-y, faites des études, faites des maths. Alors, on parlait, oui, effectivement, attraction des filles au métier scientifique, syndrome de l'imposteur, difficulté de projection, nécessité d'avoir des modèles. Il y a une étude relativement récente, pas tant que ça maintenant, elle commence à dater un petit peu, qui m'a vraiment interpellée. C'est une étude sur l'écriture inclusive, qui fait très peur en ce moment, terrifiant. Et donc, cette étude sur l'écriture inclusive, qui s'appelle, pour ceux que ça intéresse, l'impact de la féminisation lexicale des professions sur l'auto-efficacité des élèves, une remise en cause de l'universalisme masculin. J'ai la date, j'ai tout. Et au cours de cette étude, on nous dit que si on présente le même questionnaire à des étudiantes en écriture inclusive, elles se projettent beaucoup plus dans les métiers scientifiques. Si on leur dit, est-ce que vous vous imaginez chercheur ou est-ce que vous vous imaginez chercheuse, elles vont être beaucoup plus nombreuses à cocher oui dans le deuxième cas. Donc finalement, est-ce que la projection est aussi un problème de vocabulaire masculin neutre ? Pour moi, oui, je suis d'accord. Alors, c'est vrai que l'écriture inclusive, elle est peut-être compliquée à manier. Alors, il y aurait peut-être d'autres façons de faire en s'accordant avec le plus près. Enfin, il y aurait peut-être d'autres façons de faire. Mais effectivement, il faut une neutralisation du langage. Alors, ça, c'est propre à la France parce que j'écoutais un débat en anglais. Enfin, ils ont beaucoup moins de problèmes que nous. Mais nous, c'est vrai que c'est compliqué. Et même moi, maintenant, quand j'écris, alors j'ai du mal à utiliser l'écriture inclusive dans un texte littéraire, c'est pas évident, mais j'essaye de trouver des astuces pour pour neutraliser mes accords, et donc ça pose problème. Il va falloir trouver des solutions. Oui, mais c'est vrai. Enfin,
je disais que j'étais ingénieure. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, ingénieur, on mettait pas de E au bout. Hein. Et bon, maintenant, ça change. Mais vraiment, une question de vocabulaire. C'est vrai que nous, il y a un grade qui s'appelle directeur de recherche et donc directrice de recherche. Et le fait d'avoir de plus en plus de directrices de recherche, petit à petit, ça fait aussi passer le concept, quoi. Il n'y a pas de raison, on peut être directrice de recherche. Et ça va sûrement au-delà du vocabulaire, oui. Ça doit petit à petit passer dans les consciences. Maintenant, si on revient aux maths, on en parlait tout à l'heure, là, en buvant un café. Ça, c'est quelque chose, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, je travaille en risque sanitaire et donc en calcul de probabilité, etc. Je vois pas pourquoi ça ne plaît pas aux femmes. Je ne vois pas, c'est pas le côté charge lourde, c'est pas le côté... on sent pas du tout en quoi les maths... Par exemple, j'aime bien, moi, jouer aux cartes. Si on joue aux cartes, on voit autant de femmes que d'hommes. Donc, le côté raisonner, calculer quelque chose, calculer une probabilité, ça plaît autant aux petites filles qu'aux petits garçons. Et pourquoi, d'un seul coup, la discipline maths échappe aux femmes? Là, je sais pas. Ça me pose question. C'est très difficile à comprendre. Est-ce que c'est pas le problème d'autocensure qu'on évoquait juste à l'instant, où en fait, quand on va demander à des collégiennes ou à des lycéennes, les mathématiques, c'est pour les garçons, la littérature, c'est pour les filles. Il y a quelque chose de l'ordre du rose et du bleu. Moi, j'ai été enseignante aussi pendant un certain temps, et c'est quelque chose qui est assez frappant en la matière. Et là, notamment, tous les proviseurs de lycée ont fait remonter qu'avec la réforme récente du lycée, ils avaient reculé de 20 ans sur la présence des filles dans l'option mathématique. Ils avaient eu tout à coup un pourcentage de filles qui avait chuté drastiquement à ce moment-là. Alors moi, j'ai peut-être eu énormément de chance de passer dans le trou d'air où il fallait faire seconde C, première C, terminale C, ça parle peut-être encore à certains. Mais bon, quand on était pas trop mauvais à l'école, on devait faire des maths. Justement, c'était l'écrémage par les maths. Et donc on est passé par là. Enfin, moi, je suis passé par là. Voilà. Et justement, c'est si on n'y arrivait pas qu'on passait en littéraire. C'était pas le fait d'être garçon-fille. Juste 2 mots sur la question du vocabulaire. Je pense que c'est essentiel parce que les mots posent les idées et font sens. Donc, je sais qu'au début, même, au début, autrice, à l'oreille, c'était pas. C'est comme conservatrice. J'ai beaucoup de collègues femmes qui préfèrent s'appeler conservateurs du patrimoine. Alors pour le coup, il y a deux faits masculinisants très forts, mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette attention-là. C'est vrai que l'écriture inclusive, elle est complexe à lire, mais la neutralité, en fait, les mots ont vraiment un sens et il y a quelque chose qui infuse dans nos comportements qu'on ne perçoit pas forcément, et donc il faut y être très très vigilant. Et notamment, en plus, la volonté d'effacer finalement les noms de métiers trop nobles pour être exercés par des femmes, puisque je crois que c'est ce qui avait motivé cette action. On parle de quelque chose qui s'est produit au 19e siècle. Le mot autrice, il est effacé à peu près à ce moment-là, etc. Donc cet effacement volontaire, en fait, c'est aussi quelque chose de récent dont on paye encore finalement le prix aujourd'hui. Donc c'est un petit peu comme la réforme des lycées que j'évoquais à l'instant. En fait, on a l'impression qu'il y a des avancées et puis hop, on recule à nouveau. Est-ce que ça va dans le bon sens ? C'est une attention permanente en fait à avoir. Je pense que dans le discours des musées, pour ma partie, il faut vraiment veiller en fait à avoir à ne pas apporter de biais en fait. Donc je pense par exemple musée Pasteur. Enfin, quand on est sur un musée monographique par rapport à un personnage comme ça,
il faut essayer, donc c'est aussi le musée en fait d'une institution où derrière voilà, la science ne s'est pas faite à partir d'un seul homme, et donc il y a énormément de personnalités et de personnalités très intéressantes à découvrir, donc c'est important en fait d'ouvrir et voilà, de veiller à ne pas monopoliser et à rendre un discours trop unitaire et uniquement dans un seul sens. Pour que ça aille dans le bon sens, il faut que les hommes soient impliqués maintenant. Bon, c'est vrai que ça infuse, il y a ce genre de débat. C'est vrai qu'ici, aux Utopiales, on est un plateau uniquement féminin, donc c'est bien. Mais il faut que les hommes laissent de la place. Et en particulier, dans le domaine scientifique, j'entendais que les promotions se font par pair, en fait. On va nommer les gens qui vous ressemblent. Donc un homme va nommer d'autres hommes. Donc c'est pour ça que je disais, il y a l'aspect donc imposé, un certain nombre de places de femmes. Alors ça serait qu'un début, hein, ça. Après, ça sera plus la peine. Mais à nous, toutes seules, on aura beau en parler, dire des évidences, parce que je pense que tout le monde est d'accord sur le discours. Après, la personne, des hommes qui sont là, peut-être après, ils vont rentrer dans leurs entreprises et puis ils préféreront quand même nommer un garçon, quoi. Voilà. Donc il faut... c'est à eux maintenant de prendre aussi les choses en main, quoi. Oui, alors moi je dirais qu'en France, en Europe, ça va dans le bon sens. Alors peut-être parce qu'il y a eu des lois. Dans le domaine scientifique, il y a vraiment la parité imposée, on va dire. Hein. Et juste pour se rendre compte, donc non seulement dans les concours, dans les recrutements, etc., mais même dans les travaux de recherche. L'Europe nous demande maintenant, dans nos travaux de recherche, hein, quand on est en train d'écrire en fait ce qu'on va faire, et ensuite quand on l'exécute, d'être sûr que ce qu'on est en train d'établir, de démontrer, n'avantage pas un sexe par rapport à l'autre. Hein, c'est pas toujours évident. Parce qu'on n'y pense pas forcément, de se dire ah oui, mais telle population, bon, est-ce que je suis pas en train de mettre l'accent d'un côté ou de l'autre, quoi, hein. Donc on est vraiment obligé de respecter, et qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on est obligé de respecter. Donc bon, ça aide un peu, mais je voulais juste dire, même au XXIe siècle, parce qu'on parlait au début là du passé, et puis, mais même au XXIe siècle, même en 2023, j'ai encore été quand même très choquée. En juin dernier, j'étais au Japon dans une conférence internationale sur mon sujet de recherche. Hein. Donc c'était du risque sanitaire, des maths appliquées à la biologie. Et il y avait des jeunes voilà, de la génération des 25-30 ans. Tous ceux qui venaient d'Europe, il y avait des hommes et des femmes. Il y avait pas mal de femmes, des Danoises, des Suédoises, des Françaises, etc. Et quand on regardait la communauté asiatique qui était là, et japonaise en particulier, il n'y avait aucune femme. Le gars qui nous avait accueillis, c'était un professeur d'une université très respectable, et il n'avait que des doctorants. C'est quand même choquant de voir ça maintenant. Donc en fait, ça va dans le bon sens en Europe, oui, moi je pense. Voilà, je me sens pas INRAE, je me sens pas du tout minoritaire. Mais alors, il faut rester vigilant, parce qu'au niveau de la planète, ça va pas forcément dans le bon sens. Et justement, en fait, dans le travail des femmes, pour revoir l'effet Mathilda, dans le travail des femmes, il y a 1001 petits moments où les femmes peuvent être écartées finalement des lauriers finaux. Voilà, ça se fait à plusieurs étages. Elles vont être oubliées dans les citations, elles vont être effacées des annuaires, elles ne vont pas apparaître dans la liste des personnes qui travaillent dans le laboratoire. Elles ont mis le moyen de ne pas être créditées par leurs découvertes parce qu'elles disparaissent à plusieurs étapes. Pas forcément les mêmes systématiquement, mais elles disparaissent à plusieurs étapes. Est-ce que c'est une volonté de nuire? Est-ce que c'est une volonté de... Est-ce que c'est quelque chose que les hommes, peu importe les hommes qui sont corrélés à ça, ou bien les journalistes qui recueillent les propos des scientifiques, ou bien les gens qui citent les articles, est-ce que c'est une volonté de ces gens-là de les effacer, ou est-ce que c'est complètement inconscient et que c'est juste quelque chose de sociétal? Pourquoi l'effacement des femmes systématique? Du point de vue historique, je pense qu'il y avait, c'était quelque chose qui n'était pas forcément conscient, mais qui était
qui s'opérait, enfin qui allait de soi. Enfin, quand je me plonge dans les archives et les photographies de l'Institut Pasteur pour voir où se trouvent les femmes. Bah, déjà, si on s'intéresse à Louis Pasteur, sa femme, elle était très présente. On n'en parle jamais, mais ce grand scientifique a eu 2 AVC et à partir du premier, en fait, il avait des difficultés à écrire et donc sa femme l'a aidé à retranscrire, enfin, l'a accompagné. En fait, elle avait un statut d'assistante, mais on n'en parle jamais dans la postérité de Louis Pasteur. Les femmes au sein de l'Institut, alors au départ, dans les premiers cours de microbiologie, il n'y avait pas il y avait très peu, enfin même il n'y avait pas de femmes, et les premières apparaissent quelques années après, aux alentours de 1900. Et ce ne sont pas des Françaises, donc peut-être qu'en France il y avait un frein peut-être encore plus grand que. Il y avait surtout des Russes et des Ukrainiennes en fait qui venaient, des Polonaises aussi qui venaient apprendre la microbiologie. Et puis après ce qu'on voit c'est que les femmes elles sont cantonnées aussi sur des missions un peu répétitives ou d'assistanat et donc assez invisibilisées en fait. Donc il y a vraiment les femmes, je pense qu'elles sont présentes, très présentes dans la recherche, mais assez invisibles jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors il y a une part sociétale et éducative encore maintenant. J'entendais, on parle beaucoup des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Donc les hommes ont beaucoup plus l'habitude d'aller réclamer des hausses de salaire en montrant en évidence le travail qu'ils ont fait. Et les femmes ont plus tendance à attendre qu'on se rende compte de la qualité de leur travail et elles espèrent qu'elles seront récompensées après. Voilà. Et c'est encore le cas. Bon, justement, il faut éduquer nos filles pour que ça change, pour qu'elles soient plus dans cette espèce de un peu trop passive par rapport à la reconnaissance de leur travail, quoi. Ah oui, alors, bon, dans le passé, là, je vous fais confiance. Actuellement, via les publications, non, je vois pas d'exemple. Où on aurait enlevé les noms des femmes pour que dans l'article, en fait, on ne mette que des hommes. Enfin, je vois vraiment pas de situation comme ça. Maintenant, après, quand on se cite nous-mêmes, bah, en fait, on connaît pas forcément. En fait, on a l'initiale, donc on sait même pas trop en fait si derrière c'est un garçon ou une fille. En fait, donc on recite la personne, voilà. Donc non, récemment, je vois pas. Donc là encore, ça irait dans le bon sens finalement. Moi, je dirais, mais c'est pour ça que je donnais l'exemple du Japon, parce que ça m'a tellement refroidi cette histoire que finalement, ça va dans le bon sens en France et en Europe. Peut-être à coup de législation, mais ça avance. Mais c'est pas vrai partout. Et donc, du coup, je vais reprendre l'exemple de Marie Trapp. Donc, j'ai l'année, là, je l'ai récupérée, c'est 1952. Donc, du coup, au moment où ils font avec son directeur de recherche des mesures au niveau du plancher océanique. Ils essayent de cartographier le plancher océanique. Elle découvre la structure des rifts océaniques. Elle émet l'hypothèse du coup de la tectonique des plaques. Et alors, on est dans les années 50, je comprends bien. Mais du coup, au lieu de s'intéresser à sa découverte, son partenaire de recherche va appeler ça des trucs de filles, des hérésies. De quoi ont peur les hommes, en fait? Puisque on pourrait se dire qu'arriver à un certain degré d'éducation, d'enseignement, de savoir, de connaissance, on pourrait être intéressé par la connaissance en tant que telle et par la découverte en tant que telle, plutôt que d'être effrayé par le fait qu'elle a été effectuée par une femme. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. De quoi ont peur les hommes? Il faudrait leur demander, non? Parce que là, c'est quand même un parti pris d'avoir mis 3 femmes sur le plateau pour parler de ça. Mais j'ai envie de dire, il y a bien 6 hommes pour parler ménopause à un moment. Ah oui, pareil, ouais. Donc voilà, effectivement, pardon. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un d'assez connu qui a dit que de toute façon, sur la langue inclusive, ça ne se discutait pas. Le masculin était le neutre et c'était parfait pour tout le monde. Moi, ça m'a...
choquée, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Oui, tout à fait. Donc finalement, en fait, il y a peut-être une problématique quand même de domination symbolique. Peut-être pas forcément une domination, on va dire, quotidienne, mais une domination symbolique que les hommes auraient du mal à envisager d'abandonner, même pour une simple parité. Je sais pas, c'est difficile quand même d'avoir un jugement. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui encouragent les femmes. Il y a des femmes qui encouragent les hommes aussi. Enfin, c'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Pour revenir à une dimension historique, je pense à Pierre Curie. Alors c'était son épouse, hein, mais qui a soutenu les travaux et la qualité de la recherche de Marie Curie pour faire en sorte en fait qu'on lui donne les moyens et qu'elle soit reconnue à la hauteur de son talent. Donc c'est difficile d'avoir une position tranchée et complètement. Mais par contre, je crois qu'on a baigné en fait dans des biais vraiment, et les hommes du coup aussi, vraiment de s'interdire en fait, que les femmes ne soient pas aidées en tout cas au même à égalité par rapport à la valeur de leurs travaux. Oui, je pense que les hommes, alors de moins en moins maintenant, parce qu'on en parle de plus en plus, ne se rendent pas forcément compte comment c'est de vivre en étant minoritaire. Alors je dis on n'est pas minoritaire en nombre, mais en position, en place dans la société. Mais ça, c'est difficile de se mettre à la place de ces personnes-là et de voir en fait toutes les barrières invisibles. On parle du plafond de verre, enfin il y a plein de choses, elles existent, hein, elles ont été documentées, mais tant qu'on l'a pas vécu soi-même, c'est difficile de s'en rendre compte. C'est un petit peu dommage et c'est au détriment de la science parce que dans le cas dont on parlait à l'instant, donc des rifts, on voit bien que finalement la connaissance serait arrivée plus vite si il y avait eu collaboration au lieu d'opposition. Donc ça se fait quand même au détriment de la science à un moment. Le fait de cette guerre des sexes qui avait lieu, en tout cas jusque dans les années 60-70, entre les scientifiques hommes et les scientifiques femmes. Oui, mais il y a une compétition, même au-delà des sexes, qui est assez terrible dans le monde scientifique. Donc je pense que... Oui, alors... En fait, je me demande, il y a le côté mandarina qui existait beaucoup, le patron du labo. Alors, il se trouve que c'était un homme. Mais, et donc lui, forcément, ça je l'ai même pratiquement connu quand même. Il y a 35-40 ans, on en était là encore. Et évidemment, toutes les bonnes idées, ça pouvait être que lui, quoi, quand même, faut reconnaître. Ça, c'était comme ça. Alors, posé comme ça encourage pas la création. Ça encourage encore moins la créativité, puisque quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui sort un peu des sentiers battus et qui irait dire quelque chose sans avoir le total aval du patron, mais ça, c'est le système de mandarina, moi, il me semble. Alors ça, c'est passé. C'est un peu... voilà, on est en train de quitter ça. Alors, le problème de la recherche, oui, c'est qu'on est quand même les meilleurs potes du monde quand on se voit dans les conférences, mais on est aussi les premiers compétiteurs. C'est incroyable, c'est un jeu de dupes. Et une fois qu'on a compris, on en joue un peu, mais n'empêche que c'est très particulier. Pourquoi ? Parce qu'on est tous dépendants des financements. Donc il faut monter des projets, il faut que son projet avec ses amis passe au détriment des projets des autres. Et après, pour arriver à faire passer des projets, il faut des publications. Donc il faut essayer de publier un maximum. Alors, une fois qu'on rentre dans ce jeu-là, on est obligé, c'est le jeu imposé. Et évidemment, on peut être concurrent. Normalement, on ne l'est pas au sein de notre propre unité de recherche. Donc si on a des hommes, des femmes, et ce qui est bien, c'est la créativité vient quand même du fait d'avoir des anciens, des plus jeunes, des gens de diverses nationalités aussi, différentes cultures. Il ne faut pas que tout le monde sorte des mêmes écoles, par exemple. Ça, c'est terrible. Parce que si tout le monde sort des mêmes écoles, on a quand même exactement le même schéma de pensée, quoi. Donc c'est cette diversité d'origine, donc homme-femme, mais bien plus que ça, qui va faire qu'il va y avoir une espèce d'émulation. Et il ne faut pas qu'il y ait un chef là qui vienne au-dessus et qui nous éteigne tous.
C'est ça, en fait, voilà. Une fois qu'on réussit ça, le labo fonctionne super bien et on publie. Mesdames et messieurs, le jeune Ewen, âgé de 3 ans et demi, attend ses parents à l'accueil. Merci. Son papa vient le chercher. Oui, c'était pas maman. Donc. Donc du coup, tout à l'heure, c'est rigolo parce qu'on parlait justement de la nécessité d'imposer, de la nécessité de faire loi. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'il y a en place des bourses destinées notamment à des filles qui s'orienteraient vers des carrières scientifiques. Il y a une volonté de les aider à monter des projets, de les aider à se projeter dans ces carrières-là. C'est une nécessité ou c'est mieux que rien ? Je pense que c'est mieux que rien, mais effectivement, j'étais en train de réfléchir sur le fait pourquoi les jeunes filles ne vont pas dans les carrières mathématiques, parce que en fait, c'était une information qui m'est passée. Je pensais qu'elles y allaient, quoi. Je n'étais pas trop étonnée qu'elles ne soient pas dans le bâtiment, des carrières un peu, on va dire, compliquées, mais je ne comprends pas. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'éducation nationale pour ouvrir les jeunes filles. Il y a des scientifiques qui viennent dans les classes. Enfin, il y a clairement un gros problème. Je ne sais pas trop comment le résoudre. Au niveau des mathématiques, de fait, si on va avoir au niveau d'un collège une forme d'égalité, en tout cas d'accessibilité aux mathématiques pour les filles et les garçons, où on voit bien qu'il y a une répartition relativement équitable entre les bons et les bonnes élèves en mathématiques, c'est au lycée que ça se creuse au moment du choix des filières. Là, on va avoir un déséquilibre très fort qui se met en place. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir finalement du lycée. Un biais d'orientation, un biais de projection, c'est assez difficile à dire finalement, mais puisque la réforme du lycée a prouvé qu'on avait reculé instantanément juste avec la structure et juste avec la façon de décrire la filière, c'est encore un problème de mots finalement. Après, il y avait ici une mathématicienne qui expliquait que pour sa classe préparatoire en mathématiques, c'est ce que nous disions tout à l'heure, elle avait fait sa classe préparatoire, si je ne dis pas de bêtises, à Louis-le-Grand, et il n'y avait qu'un internat masculin. Ce qui permettait aux garçons, notamment le soir, de travailler ensemble, lorsque les filles qui étaient obligées de loger à l'extérieur étaient seules face à leurs problèmes mathématiques. Donc est-ce qu'il faut mettre en place des structures, en plus des bourses, des structures? Est-ce qu'il faut obliger les écoles à une parité au recrutement? Est-ce qu'il y a un biais de ce côté-là? Le problème, c'est que obliger, c'est aussi mettre beaucoup de contraintes, quoi. Et ça peut avoir un effet pervers. C'est quand même pas si facile. Enfin, on peut toujours légiférer. Bon, je trouve qu'il y en a quand même déjà beaucoup. Enfin, nous, on s'en rend compte. Et pour nous, donc, du coup, femmes, ça nous avantage, en fait. Hein. Faut se rendre compte, quoi. En fait, finalement, ça nous laisse plus de place. Mais trop légiférer, moi, ça me dérange un peu. Enfin, mais ça sort de mon domaine de compétences. Hein. Je suis pas juriste, moi. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de corriger toujours. En fait, on est tout le temps réactif. On n'est jamais proactif dans cette affaire. On est tout le temps en train de se dire, bon, alors, il n'y a plus de filles qui font des maths, on va faire ça. Ah bah après, il y en aura peut-être trop. Ah bah on fera ça. Mais on n'arrive pas à se projeter dans le bon sens, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de déterminisme génétique qui font que les femmes n'aiment pas compter. Enfin, je comprends pas. Enfin, moi, ça m'échappe totalement. Et donc, il faudrait essayer de comprendre pourquoi, alors qu'au niveau jusqu'en 3e, on a des filles qui aiment les maths, et d'un seul coup, elles n'aiment plus ça. Pourquoi? Ça, c'est un mystère à percer, mais pour essayer de les amener, et non pas de façon coercitive, vous voyez? On parlait également de l'importance de la représentation, donc de la représentation des grandes scientifiques dans l'espace public, dans les musées, le nom des écoles, le nom des rues, ce genre de choses. Il y a également la représentation de femmes scientifiques dans la fiction, dans les romans, dans les séries, à la télévision. Est-ce que cette représentation-là, finalement, est aussi importante et a le même impact sur les jeunes filles? Est-ce que ça aide également à ouvrir des perspectives?
Ah oui, alors là, vous me tendez une perche, mais c'est vrai que bêtement à la télé, c'est toujours la médecin légiste et c'est toujours la technicienne de labo. C'est-à-dire les médecins, les biologistes, ce sont les femmes. Non, ça c'est vrai, c'est ridicule ça. Ouais. Non, mais ça, c'est essentiel, en fait. La représentation, l'incarnation. Enfin, parce là, on est sur quelque chose qui diffuse et qui est, je pense, beaucoup plus percutant, en fait, même que l'obligation, la législation. Enfin, parce que ça joue sur le bagage culturel vraiment profond, en fait. Donc, ces personnages, héroïnes de romans, de science-fiction, héroïnes scientifiques, il faut les mettre en avant. Et je pense que là, on est dans une dynamique où on est en train de faire ce travail-là. Mais à l'Institut Pasteur, récemment, il y avait une communication qui indiquait qu'il y avait seulement, parmi les auteurs scientifiques, seulement 27% de femmes auteurs d'articles scientifiques. Et donc un encouragement en fait à ce que les jeunes scientifiques femmes en fait écrivent davantage. Donc voilà, je crois que le fait d'en parler, la table ronde d'aujourd'hui, mais également en fait tous les débats auxquels on assiste aujourd'hui et toutes les manifestations, les expositions, voilà, tout ce qui est fait pour davantage en fait donner à voir les paroles féminines sont importantes. Oui, c'est pas du tout anodin, effectivement, l'écriture de l'imaginaire. Alors, sans aller jusqu'à, comme aux États-Unis, où il y a des personnes qui sont chargées de relire pour vérifier que ça choque personne. Mais il faut vraiment faire attention. Alors, moi, c'est amusant parce qu'une fois, j'avais voulu écrire un roman sur un personnage, c'était un routard, en fait, qui revenait chez lui après avoir fait des choses pas très bien. Et au début, c'était un homme. Et non, au début, c'était une jeune fille. Et en ayant comme ça une jeune fille, il y avait plein de choses qui risquaient d'arriver dans l'imaginaire des gens. Alors, je sais pas, en étant en routard comme ça, elle aurait pu se faire violer, faire des mauvaises rencontres, Et en fait, j'ai mis un garçon à la place parce que c'était neutre. En fait, avoir un garçon, j'avais pas à aller à l'encontre de plein de choses que les lecteurs auraient imaginées. Mais maintenant, je fais très très attention au choix parce que j'écris indifféremment à la place d'un homme ou d'une femme. Mais en fait, c'est super important parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être en sous-main là-dedans. Et les auteurs, les autrices ont énormément de pouvoir et il faut qu'on y fasse très, très attention, quoi. Oui, il y a aussi cet effet-là, effectivement, de projection, finalement, comme on projette certaines carrières sur les filles, on projette certaines carrières sur les garçons. De la même façon, finalement, dans la fiction, on va projeter certaines caractéristiques sur un personnage selon qu'il est féminin ou masculin. Exactement. C'est pareil. Une autre fois, c'était sur un effondrement, la sécheresse. Donc il y avait, au début, c'était une femme qui restait avec sa fille, mais je me disais, mais non, si c'est la femme qui reste à la maison, donc en fait, j'ai remplacé avec un homme. Donc c'est l'homme qui reste à la maison, la femme, elle est partie, et ça change tout. Ça modifie complètement, ça donne aussi de la richesse au récit, en fait, d'inverser les choses. Et c'est incroyable, quoi. On a donc un effet Mathilda qui est parfaitement documenté, qui est chiffré, qui est reconnu, et en même temps il y a une forme de dissonance cognitive parce que quand on dit il faut amener les filles à faire plus d'études scientifiques, etc., on se heurte parfois au discours qui dit non mais c'est fini tout ça, la parité elle est acquise, c'est bon, c'est derrière nous. Et est-ce que finalement nier la nécessité d'avoir ce conflit, cette avancée, c'est pas finalement éviter la bataille et la gagner quand même? Est-ce que c'est pas une façon d'enterrer le débat sous le tapis, juste de dire c'est bon, on a fait le nécessaire et ça va se faire tout seul? Non, je crois qu'il faut pas enterrer il faut rien mettre sous le tapis et il faut sans arrêt prendre son bâton de pèlerin et être très vigilant, comme vous le disiez, où qu'on soit, rien n'est jamais gagné.
ne serait-ce que quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, par rapport au droit à l'IVG. Donc c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques avancées, que les choses, elles sont tout peut être remis en question, et voilà, il faut rester engagé. Ouais. Oui, et puis c'est quand même très récent, donc c'est pas du tout acquis. Il faut passer plusieurs générations avant d'être sûr de l'effet. Donc pour l'instant, non, il faut rester excessivement vigilant. Encore une fois, c'est même pas acquis dans tous les pays, hein, donc de toute façon, et même en Europe, hein, parce que je suis pas sûre qu'on soit tous à pied d'égalité. Il y a quand même des pays où moi je vois, alors je prends vraiment mon expérience, mais donc on voit les doctorants présentés en conférence, et puis une dizaine d'années après, on voit voilà, des chercheurs, de jeunes chercheurs, et il y en a qui s'arrêtent totalement, on les voit plus, on se demande, et c'est souvent quand même les femmes qu'on voit plus. Les hommes finissent, continuent leur carrière, hein. Ils ont fait un doctorat, après un post-doctorat, puis après ils ont un poste dans une de leurs universités, dans leur pays respectifs en Europe. Mais c'est souvent les femmes qu'on voit plus. Donc même en Europe, on va dire que la probabilité qu'une femme arrête sa carrière est plus forte qu'un homme. Y a un effet qui est connu. C'est un homme, quand il se marie et quand il a 1 ou 2 enfants, sa carrière est boostée. Et à l'inverse, les femmes, leur carrière va s'arrêter ou va avoir des gros... être ralentie, quoi. Ça, c'est pareil dans tous les domaines. Oui, parce qu'on estime que l'homme, du coup, il est responsable, il est organisé puisqu'il a 2 enfants et qu'il y arrive quand même, alors que la femme, elle a autre chose à faire. Donc, du coup, elle est moins concentrée. De fait, c'est un effet qui est documenté et connu. Il nous reste 10 minutes pour cette table ronde, donc je pense qu'on va passer la parole au public s'il a des questions. Merci pour l'intervention. La question est beaucoup revenue de savoir pourquoi à un moment les filles arrêtent d'aimer les maths. Je ne veux pas parler directement pour les maths, mais moi je peux parler de mon expérience dans un domaine très proche, l'informatique théorique. Et en fait, il faut voir comment on est traité, quoi. Enfin, on s'en prend plein la tronche. Donc j'ai l'impression que des fois la question c'est pas est-ce que j'aime l'informatique théorique, mais est-ce que j'aime assez l'informatique théorique pour subir tout ça et pour me battre pour qu'on m'écoute. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est une impression que vous avez eue, vous, dans votre expérience, de votre côté. Merci. Alors, moi... A priori, ça a l'air d'être partagé. Non, alors moi, j'ai dû passer au travers, hein, parce que moi, j'ai eu des profs de maths femmes, en prépa, notamment. Il y en avait une qui était brillante, hein. C'était impressionnant, cette prof de maths, ça m'a épatée. Et ça m'a même peut-être donné envie, en fait, de continuer. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on se projette toujours, hein, on prend des modèles. Alors peut-être que c'est sûr que si en informatique, parce que pour être à ce point-là quand même agressé, c'est peut-être parce que le corps enseignant est très masculin, je sais pas, je me rends pas compte. Non, moi j'ai pas eu cette expérience négative. Y a personne qui m'a donné envie de me battre spécialement pour les maths. Moi j'aimais bien. Après, je pense aussi qu'il y a un effet pervers d'une rhétorique permanente. Je pense notamment à une personne qui était professeure au Collège de France qui avait dit, je pense qu'il mesurait l'impact de ses paroles, mais ça m'avait vraiment mis très mal, qui avait dit « Le problème du métier d'enseignant, c'est qu'il a été décrédibilisé parce qu'il s'est féminisé ». Et je pense qu'entendre des choses comme ça, qu'il s'agisse déjà d'enseignantes... Mais en plus, pour les élèves, en fait, pour les étudiants, entendre « c'est moins bien parce que c'est une femme, c'est négligeable parce que c'est une femme » va induire ce genre de comportement méprisant qu'on retrouve après dans les écoles. Peut-être pas dans toutes les écoles, mais qu'on retrouve quand même dans les grandes écoles. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a une autre question juste là. Bonjour. Merci pour vos interventions. J'avais des questions, ouais, on va appeler ça des questions, et des réponses à certains trucs que dont vous avez parlé. Pour la question, pourquoi les maths pour les femmes et plutôt la littérature et les arts... non, pourquoi les maths pour les hommes et plutôt la littérature et les arts pour les femmes
j'en ai parlé récemment avec mes proches et je commence à me dire que c'est parce que les maths ont une dimension beaucoup plus de confrontation et d'affirmation et que les autres milieux comme la biologie et l'art sont souvent des milieux où on prône la remise en question de tous les savoirs pour justement produire et que, à tort, notre société a donné pas ces capacités-là, mais ces traits-là aux femmes et donc du coup à féminiser ces parties-là de la science. Et j'avais une autre réponse, et vous me direz si elle va dans le bon sens, pour qu'on puisse trouver des solutions. J'ai l'impression que les hommes ont peur de la dimension émotionnelle de ce que les femmes pourraient faire, et donc c'est pour ça qu'ils les excluent de certains milieux comme les maths, parce qu'ils trouvent que la dimension émotionnelle ne permet pas de produire. Donc moi je trouve que c'est un tort, mais c'est une piste, j'ai l'impression. Je pense que les hommes sont capables de ressentir aussi. J'espère. Alors j'ai du mal, je suis assez d'accord quand même avec vos réponses, vos éléments de réponse. Maintenant je ne peux pas documenter. C'est pas mon sujet de recherche en fait. Là, je ne suis pas dans ma zone de confort quand même à essayer de comprendre pourquoi finalement les jeunes femmes ne veulent pas s'embarquer dans les maths. Mais oui, on peut imaginer là, ce côté maths. Alors est-ce que faire des travaux de recherche en maths serait plus... serait fondamentalement, parce que c'est ça, c'est faire de la recherche en maths ou de la recherche en biologie, c'est pas juste apprendre les maths à l'école. On est d'accord, c'est autre chose. Et maintenant que j'y pense, même à INRAE, il faudrait bien vérifier les statistiques, mais dans le département qu'on appelle Mathnum, il y a beaucoup de collègues masculins. C'est-à-dire, il y a peut-être quand même, c'est peut-être quand même une discipline qui plaît plus aux garçons, ou dans laquelle ils se retrouvent plus à l'aise, alors que la pure biologie plaît davantage aux femmes. Pourquoi ? Alors moi je pense surtout que c'est la place qu'on accepte de donner, parce que dans le cas d'Ada Lovelace, en fait, à partir du moment où elle a eu un modèle féminin qui lui a dit voici ce que je te permets de faire, voici des tuteurs pour t'accompagner, on a eu en face de nous un génie mathématique qui juste n'était pas bridé ni par les conventions ni par ce qu'on avait projeté sur elle. Et pourtant Ada Lovelace, ça n'est pas récent, c'était quelqu'un qui normalement n'aurait jamais dû avoir accès à cette connaissance et qui, parce qu'on lui a permis d'y avoir accès, est encore aujourd'hui considérée comme finalement la première programmeuse de tous les temps. Donc c'est une question de porte ouverte ou non, et peut-être qu'on ouvre, en tout cas, ou alors plutôt dans l'autre sens, qu'on ferme davantage cette porte pour les filles. Oui, mais la réflexion de monsieur est dans l'autre sens, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est plutôt les hommes qui se réfugient dans les maths pour se réfugier dans leur zone de confort. Pourquoi pas ? Bonjour, merci pour l'intervention. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose que j'aurais aimé entendre pendant cette conférence et que j'ai pas entendu. C'est quand même le genre, c'est une construction sociale. Et il me paraît, quand on parle de la discussion sur les mathématiques, pour dire pourquoi est-ce que les femmes ou les filles n'aiment pas ça, il me semble qu'on pose la question dans le mauvais sens. C'est plutôt pourquoi est-ce que dans le genre femme, on n'y associe pas les mathématiques, parce que il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien pour moi qui dit que les femmes aimeraient moins les mathématiques ou que les hommes se réfugieraient dedans. Moi personnellement, je suis étudiant en mathématiques. Je ne vois rien. Moi-même, je vois beaucoup de choses dans les mathématiques qui n'ont rien à voir avec la confrontation et qui sont tout à fait aussi à voir avec la poésie. Donc, ce que j'aimerais aussi dire, c'est il y a aussi alors, on parlait justement d'éduquer les femmes. Il me semble qu'il y a une question essentielle de confiance. Et là, je déplore peut-être un peu qu'il n'y ait pas de chercheuse en neurosciences du développement ou en sciences cognitives sur cette table ronde. Notamment quand vous parlez notamment du fait que c'est pas forcément votre domaine de recherche. Je pense que ça serait ajouté, puisque il me semble que pourtant les études aussi ne mentent pas pour dire que la façon dont on éduque les élèves a un énorme impact sur notamment la place qu'on laisse dans une classe à la parole des filles, la façon dont les professeurs sélectionnent les personnes qui peuvent prendre la parole. Il me semble qu'il y a des études, j'ai malheureusement plus de nom en tête, mais des études qui montrent clairement que
les professeurs ont tendance à sélectionner les garçons et il y a plus de place laissée aux garçons. Alors peut-être qu'il faut, je pense qu'il faut aussi éduquer les garçons à laisser la place et voilà, à ce que ce soit égal, et éduquer les filles aussi à avoir confiance, mais les garçons à se taire un peu plus. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Et c'est vrai que là, nous trois, on se retrouvait. Il y a un terrain. Est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Tout le monde a l'impression que c'est plutôt acquis, malheureusement. Mais on n'était pas scientifiquement. Moi, je suis pas assez armée pour répondre de façon pointue à votre question, en fait. Parce qu'on sait que dans le nord de l'Europe, il y a eu des études qui ont essayé vraiment de reproduire, mais c'est très difficile de reproduire, hein, de mettre des enfants tout petits, donc des petites filles, des petits garçons, dans des situations neutres et voir comment ils vont évoluer, etc. C'est pas facile en fait, hein, mais c'est un thème de recherche. Et évidemment, c'est travaillé, et c'est évidemment là, toutes les trois, je crois qu'on peut pas répondre. Mais là, vous avez raison. Hein. Oui, c'est un domaine de recherche, puisque effectivement j'ai entendu dire qu'il y avait même des écoles non mixtes, enfin des classes non mixtes qui sont mises en place pour effectivement laisser aux jeunes filles plus de liberté, notamment dans l'enseignement mathématique. Donc c'est bien qu'il y a, ça infuse quand même dans les recherches. Au niveau de la construction du genre, en fait, il y a quelque chose qui est très, très, très ancien et qui n'est pas forcément conscient, qui va être sociétal. Moi, j'ai pas non plus en tête le nom de l'étude en question, mais je sais qu'il y avait une étude qui avait été faite où on avait pris un groupe d'enfants entre 1 et 3 ans, si ma mémoire est bonne, filles, un groupe d'enfants, garçons entre 1 et 3 ans. On leur avait ouvert une salle dans laquelle il y avait un coin bleu avec des poupées bleues, des cuisines bleues, des casseroles bleues, des poupons, des habits, etc. Tout ça bleu. Et de l'autre côté, un coin où il y avait un garage rose, des voitures roses, des outils roses. Et les filles ont été jouées au garage et les garçons aux poupées, parce que le déterminisme était par la couleur. Donc c'est très très vieux en fait, c'est dès la toute petite enfance. Je crois qu'on a atteint le... Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde et bon festival.